Un des plus gros défis dans la conception d'une console de jeux vidéo, c'est de décider comment l'humain va pouvoir interagir avec les jeux. On a juste à se rappeler comment le public a été polarisé par la manette de Nintendo 64, à quel point, selon nos standards d'aujourd'hui, la manette d'Intellivision est bizarre, ou juste se rappeler comment le contrôle en croix était révolutionnaire à l'époque de la Nintendo originale, la NES, pour comprendre que la manette, c'est pas juste un choix esthétique. On va regarder ensemble aujourd'hui l'évolution de la manette à travers le temps depuis ses débuts dans les années 1970 jusqu'à aujourd'hui. Commençons par le commencement, les arcades et les premières consoles avec le bâton et un ou deux boutons. Le bâton qui fait clic, 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 clic. Il n'y a pas de un peu à gauche, c'est tout ou pantoute. À cette époque-là aussi, les jeux sont souvent sur l'écran au complet, puis comme la manette va dans tous les sens, on se déplace sur tout l'écran. Les premières manettes de console et les premières manettes d'ordinateur sont à cette image-là. Un bâton, un ou deux boutons, puis l'affaire est ketchup. L'affaire, c'est qu'avec l'arrivée de jeux d'action, ça devient difficile parce que le standard pour sauter, c'est appuyer par en haut, puis avec une manette, avec un bâton, ben, ça casse l'ambiance. Et c'est là qu'arrive la croix directionnelle. Contrairement à la croyance populaire, la croix directionnelle n'a pas été conçue par Nintendo, elle a été conçue par William F. Palisek pour Tiger Electronics en 1978. Nintendo l'a popularisée pour la version portable de Donkey Kong sur Game & Watch. La croix en plastique en forme de plus va remplacer les joysticks fragiles qui dépassent par une solution plate, durable et intuitive pour le pouce, et à partir de ce moment-là, tout change. Au lieu d'utiliser la main gauche pour tenir un gros joystick puis la main droite pour basculer le bâton, appuyer sur le bouton, ben on a maintenant les deux mains qui peuvent servir ensemble pour multiplier l'action. Les consoles de 8 et 16 bits vont utiliser toutes des variantes de cette configuration-là. Puis arrive la Nintendo 64 avec son stick analogique. Tout d'un coup, on ajoute une touche de finesse au jeu. On peut marcher sur la pointe des pieds ou courir. On peut cramper le volant ou tourner juste un peu. À cette époque-là, Nintendo propose aussi le Rumble Pack, qui est un boîtier qui s'installe dans la manette pour la faire vibrer en rétroaction avec le jeu, en accessoires supplémentaires. Par contre, c'est Sony qui vont être les premiers à placer deux joysticks analogiques sur la manette, avec la Dual Analog Controller, et fournir la vibration de série avec la DualShock, toutes les deux sorties en 1997 pour la PlayStation. Nintendo a toujours aimé placer l'innovation technologique en premier dans la conception de leur console. C'est pourquoi on leur doit aussi la première manette à détection de mouvement avec la Wii en 2006. Aujourd'hui, on utilise tout ça un peu partout, un mélange de toutes ces technologies-là. Même les manettes les plus cheap vont avoir un gyroscope, un accéléromètre et la vibration intégrée, mais on est parti de très loin dans les années 70 pour en arriver à ça aujourd'hui. Je serais curieux de savoir quelle est votre manette préférée parmi toutes les manettes de toutes les consoles que vous avez essayées. La mienne, pour le facteur nostalgie, le facteur efficacité, et on va se dire, le facteur cool et rétro, ça reste la manette de GameCube. Puis comme toujours, si vous avez appris quelque chose de nouveau, ben, aimez et partagez.